Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 7 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du nucléaire avec deux membres de l'association Arrêt du nucléaire Savoie. Comme chaque mois, Sophie Sesmat viendra nous présenter sa sélection d'objets d'autrefois. Et puis je recevrai Sophie et Barbara de Jeannette, le nouveau magazine du Do It Yourself. Mais avant toutes les réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, j'ai mal noté les titres. Alors, on commence, je crois, avec l'UTMB qui a annoncé qui a présenté sa nouvelle affiche. C'est ton sujet, Seb, qu'on verra effectivement dans le journal, puisque l'Ultra Trail du Mont Blanc a tenu une conférence, notamment pour présenter la nouvelle affiche, l'affiche de cette édition 2019 qui aura lieu du 26 août au 1er septembre prochain. Puis la troisième volet de notre série gourmande. Oui, consacrée aux champions de la gastronomie en Pays de Savoie. Aujourd'hui, on s'intéresse à un MOF, un meilleur ouvrier de France dans la catégorie primeur. Jean-Paul Crespier est allé à sa rencontre aux Halles de Chambéry. On verra son reportage dans le journal tout à l'heure. On les avait d'ailleurs reçus sur le plateau d'Accès Direct. Exactement. Merci Victoria, tout à l'heure. À tout à l'heure Seb. Allez, on commence avec nos premiers invités. Dans la rubrique Dans l'actu, François Vallée, Elisabeth Brégnard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites tous les deux partie d'associations concernant l'arrêt du nucléaire en Savoie, notamment l'association Arrêt du nucléaire Savoie, qui, comme son nom l'indique, milite pour la sortie du nucléaire, tout simplement. Oui, c'est ça. Comment est née cette association ? C'est une association qui a été créée en 2007 et qui a été, je dirais, réactivée en 2011. Suite à la catastrophe de Fukushima. Et puis, à l'époque, elle s'appelait Sortir du nucléaire Savoie. Et en 2016, on a changé de statut, changé de nom, et on s'appelle maintenant Arrêt du nucléaire Savoie. Vous, Elisabeth, si je ne dis pas de bêtises, vous représentez plus l'association Sortir du nucléaire budget, voilà. Qui a un peu le même principe, on imagine. Oui, qui a été créé plus récemment, puisqu'elle a été créée suite à la catastrophe de Fukushima en 2011, et qui, elle, est constituée essentiellement d'adhérents qui sont très proches de la centrale du budget. Alors, très concrètement, comment se caractérisent les actions que vous représentez dans vos deux associations ? Alors, en fait, ces deux associations et d'autres associations de la région font partie d'une coordination qui s'appelle Stop Budget, dont la revendication essentielle est la mise à l'arrêt définitif et immédiate de la centrale nucléaire du budget. Donc nos actions, elles sont, dans le cadre de la coordination, elles sont essentiellement tournées vers cette revendication d'arrêt immédiat de la centrale nucléaire du budget. Vous militez également pour l'abandon du projet ICEDA ? Oui, alors ICEDA, ça veut dire installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés, donc radioactifs. Et c'est un des équipements qui est qui devrait être bientôt mis en service sur le site nucléaire du budget et qui est en fait une plaque tournante de déchets nucléaires. Où en est précisément votre combat aujourd'hui, en février 2019 ? Disons que ça continue, il n'y a pas vraiment de points particuliers à mettre en avant. Bon, disons que l'association participe, a un siège dans la CLI du budget, c'est-à-dire la commission locale d'information. Mais c'est très difficile de faire entendre sa voix. Nous ne sommes pas dans une situation favorable au niveau politique, on va dire, et on essaye de faire savoir à toute la population et au maximum de monde possible que cette centrale est dangereuse et qu'il est absolument impératif de l'arrêter, d'autant que maintenant elle a atteint l'âge de 40 ans et qu'il est question donc de la prolonger jusqu'à 50 ou 60 ans. Alors, concernant l'arrêt de la centrale du budget, depuis peu, vous pouvez compter sur un allié de poids, puisque le canton et la ville de Genève, représentés par l'avocate et ancienne ministre Corinne Lepage, ont récemment porté plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pollution des eaux.
J'imagine que ça compte. Oui, bah, bien sûr, mais en fait, la plainte dont vous parlez, on peut dire, une relance d'une Oui, il y avait plainte déjà une première antérieure, plainte. oui, voilà, qui date de 2016. Sans suite, classée sans suite par la justice. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est une relance avec enfin, une procédure qui s'appelle constitution de partie civile. Et donc, normalement, il doit y avoir un juge d'instruction qui va être désigné, qui va étudier le dossier et qui peut mener des investigations et demander, par exemple, des expertises. Donc, en fait, la plainte de la ville et du canton de Genève associée à 4 riverains de la centrale, puisqu'en fait, il y a aussi des riverains qui sont impliqués dans cette procédure, est basée sur un dossier d'expertise qui a été fait par un expert indépendant, Yves Marignac, de l'agence Wise Paris. Donc, si vous voulez, je dirais, on est concerné par cette plainte dans la mesure où je dirais, une partie des constats que font les associations regroupées au sein de la coordination Stop Budget, donc un ensemble de constats qui ont été faits, se retrouvent aussi dans la plainte de la ville et du canton de Genève. Parce qu'en fait, on a un peu la même approche, je dirais, la même analyse de la situation actuelle et des dangers que représente cette centrale. Est-ce qu'on sait pourquoi la première plainte, qui date de 2016, a été classée sans suite? Donc c'est le procureur qui a estimé que les faits n'étaient pas caractérisés. Voilà les termes précis. Donc il n'a pas dit que les faits n'existaient pas, mais il a dit qu'ils n'étaient pas caractérisés. J'imagine que ça vous donne encore plus de poids dans ce combat, le fait que Genève soit dans la même optique que vous? Bah, disons que bon, c'est un élément important, notamment pour des élus, sachant qu'en fait, les actions qu'on mène sont à la fois des actions d'information auprès de la population, enfin, dans le large public, mais aussi des actions d'interpellation des élus. Et une des actions de la coordination Stop Budget de l'année, enfin, à partir de la fin de l'année 2017 et sur toute l'année 2018, ça a été de faire une lettre ouverte destinée au ministre de la Transition écologique et solidaire pour demander la mise à l'arrêt définitive de la centrale nucléaire du Budget avant la 4e visite décennale. Et cette lettre ouverte, il a fallu, en fait, avant de l'envoyer, recueillir des signatures d'un certain nombre de personnes, et donc notamment des élus. Et donc le maire de Genève, par exemple, est signataire de cette lettre ouverte. Le maire de Grenoble est signataire de la lettre ouverte. Il y a aussi beaucoup de médecins et de membres des professions médicales qui sont signataires de la lettre. Donc le fait que la ville de Genève et le canton de Genève engagent une plainte, ça renforce la demande qu'on a pu faire auprès du ministre, qui est aussi soutenue par une pétition qui est ouverte à tous. Donc, fin 2018, on avait plus de 10 000 signatures qui ont été recueillies à cette pétition qui soutient la lettre ouverte. Et donc les deux sont un peu complémentaires, je dirais. Et j'allais venir justement, est-ce que vous avez, des contacts au sein de l'association avec des élus de Genève pour évoquer la question de la centrale du budget? Oui. Oui, ben on a un contact depuis assez longtemps avec le canton de Genève d'abord, ensuite la ville de Genève. Et on a travaillé avec eux. Effectivement, c'est en lien avec nous, disons, qu'ils ont fait cette plainte. Comment est-ce que vous jugez la position du président Emmanuel Macron par rapport au nucléaire? Bah, c'est une position qui est très en retrait par rapport à ce qui serait nécessaire, puisqu'en fait, le gouvernement a fait déjà une première chose, c'est reculer l'échéance de réduction de la part du nucléaire à 50% dans le mix électrique français. Donc ça, c'est un premier recul, puisqu'en fait, l'échéance qui était fixée par la loi était initialement à 2025. Et là, bon, le gouvernement l'a repoussé, cette échéance, pour réduire la part du nucléaire à 50%. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, ce qui est très insuffisant dans la position du gouvernement, c'est le fait de ne pas vouloir aller vers un arrêt complet du parc nucléaire français, sachant que le nucléaire, aujourd'hui, c'est une technologie qui est en déclin. C'est une technologie du passé qui est extrêmement dangereuse, qui pose tout un tas de problèmes à la fois politiques, de santé publique, de gestion à long terme des déchets
Donc la France s'entête dans cette politique de soutien du nucléaire, parce qu'en fait, il y a une volonté, je dirais, de puissance. Il y a l'arme atomique à la base de cette industrie. Et il y a une volonté de domination de la France sur d'autres nations par le biais de cette industrie que la France ne veut pas lâcher. Bon, et contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne qui ont décidé de la sortie du nucléaire, ou l'Italie, par exemple, avec 2 référendums successifs qui a décidé d'arrêter complètement et qui a arrêté complètement ses installations nucléaires. L'Espagne est aussi sur cette voie de sortie du nucléaire. La France s'entête dans cette voie qui, pour nous, est une voie sans issue et extrêmement dangereuse. Dernière chose, quelles sont les prochaines grosses actions là, que vous allez mener au sein des associations? Alors, il y a une action qui est prévue le 9 mars, qui est une action dans le périmètre assez proche de la centrale, qui va consister à mettre en place sur les panneaux d'affichage d'entrée de ville et de sortie de ville des informations pour alerter la population sur le fait qu'en cas d'accident, ils devraient évacuer cette zone qui va être étendue de 10 à 20 km autour de la centrale. Donc ça, c'est une action, par exemple, qui est menée par certaines associations de la coordination Stop Budget. Et puis, on continue à avoir la pétition, enfin à soutenir la pétition. Et donc, c'est une pétition qui est en ligne sur un site qui s'appelle Cyberacteur. Une pétition que chacun peut signer, je dirais. Et puis, bon, on continue également à solliciter les élus pour qu'ils prennent des vœux ou des décisions et qu'ils aillent dans le même sens que... Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que la ville de Genève porte cette action en justice, alors que ce n'est pas la plus proche de la centrale, mais dans sa constitution, elle a cette obligation je dirais, d'agir contre les installations nucléaires. Et les élus français qui sont plus proches de la centrale, pour la plupart, ne font rien. Il y en a quelques-uns qui ont bien pris conscience du problème, mais malheureusement, ceux qui sont proches ont une pression économique très forte, je dirais, par exemple, de ceux qui accordent des subventions aux communes, pour ne rien faire, pour ne rien dire. Donc il y a une volonté il y a une omerta, on peut dire, sur ce sujet-là, qui s'exerce sur les communes. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée. Bon courage pour le combat. Allez, Victoria est de retour pour la revue de presse de ce jeudi 7 février 2019. Alors on va commencer avec du grand spectacle en perspective du côté de Champagny-en-Vanoise. Il s'agit d'une étape de Coupe du Monde de cascade sur glace. Cher à Manu. Exactement, cascade de glace. On ne va pas faire durer trop longtemps le suspense. On va regarder le teaser de cette étape de Coupe du Monde qui se déroule à Champagny-en-Vanoise, près de la Plagne. La cérémonie d'ouverture a lieu ce soir et ça va durer tout le week-end. Regardez ces images assez impressionnantes. Donc c'est la 5e étape de la Coupe du Monde de cascade de glace. Plus de 30 nations sont représentées, 130 athlètes. Ça va être un beau spectacle du côté de Champagny-en-Vanoise. Puis des nouvelles de la station du Granier. Oui, on en avait parlé dans le journal il y a quelques semaines. On était allé au Granier, donc la station avait lancé une cagnotte pour sauver son petit domaine qui était menacé de fermeture. Et bien ça y est, les pistes vont pouvoir ouvrir. Les bénévoles d'Entremont-le-Vieux sont à pied d'œuvre pour assurer cette ouverture qui aura lieu donc ce samedi, le 9 février. La station va être de nouveau accessible aux skieurs avec des belles quantités de neige. Donc c'est France Bleu, Pays de Savoie notamment qui en parle dans cet article. 4 pistes de téléski qui vont à nouveau tourner. 10 000 € ont été récoltés grâce à la cagnotte qui avait été mise en ligne. Il reste encore 5 000 € à peu près à trouver pour être vraiment serein sur l'avenir de la station. Donc le lien est dans l'article au cas où. Et puis avec toi, Seb, on parle aussi d'une petite station. Oui, un bon plan pour le ski avec cette autre petite station qui sort du lot. Les Raforts, c'est en Savoie, dans les hauteurs du Gine.
Et avec un forfait annuel à 17 €, c'est sans conteste la station la moins chère de France. Alors oui, il n'y a qu'un seul téléski long d'1 km 200 qui ne dessert que 3 pistes, mais ça vaut quand même le détour. Pour en revenir au tarif, la journée est à 4,50 € et pour les moins de 18 ans, c'est tout simplement gratuit. Donc allez-y. Et parmi les 3 pistes, il y a notamment une piste rouge. Donc ça vaut le coup avec un panorama aussi sur le Mont Blanc, qui est imprenable. C'est toujours sympa de découvrir des Les rapports petites en Savoie. stations. Voilà. Et on termine avec une info musique. Oui, les sœurs Berthollet, qu'on connaît très bien sur Annecy, prodiges en musique, se dirigent-elles peut-être vers une nouvelle carrière? En tout cas, on est en droit de se poser la question, c'est-à-dire dans les sœurs savoyards. En tout cas, elles y réfléchissent, puisque Julie Berthollet a annoncé récemment qu'elles avaient reçu plusieurs propositions des scénarios. Reste à savoir si ces propositions peuvent coller à leurs envies et aussi à leur agenda, qu'on sait assez chargé. On ne sait pas encore si ça aura un rapport avec une future carrière d'actrice, mais les deux sœurs Berthollet ont pris des cours de théâtre récemment, donc peut-être une future carrière. Une nouvelle carrière, on leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup Victoria, À tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Curiosité d'hier avec Sophie. Salut Sophie. Ça va? Alors aujourd'hui, on va parler de chasse. La chasse. La chasse d'autrefois, on va pas se faire des amis. Non, alors... D'autrefois. Rien à voir avec... Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. On va parler de la chasse autrefois. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet, il est super polémique. On va laisser les gens polémiquer. Là, on n'est pas dans la polémique. Non, on n'est absolument pas dans la polémique. Moi, j'ai amené 3 objets, en fait, qui sont vraiment liés à la chasse. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de février. Au mois de février, eh bien, on chassait encore. Je ne sais pas si tu le sais, mais pour nous, la chasse, elle va se fermer le 20 février. Donc, les chasseurs vont peut-être devenir skieurs dans les semaines à venir. En tout cas, ce qui est vachement sympa quand on se plonge en fait sur ces objets liés à la chasse, c'est en fait de replonger dans l'histoire de la chasse. Et alors, je pense que tu le sais, mais c'est peut-être un peu loin dans tes cours, mais je pense que tu te souviens que nos rois de France étaient des super chasseurs, qu'ils adoraient chasser. Alors à la fois, c'est exactement hyper ludique. Et puis c'est un bon moment aussi pour eux quand ils ont quelqu'un qu'ils ont envie de promouvoir. Et là, on les invite à la chasse. Quand on est invité à une chasse royale, mamma mia, c'était vraiment une belle occasion de se faire remarquer. Alors dans l'histoire de la France, la chasse, elle a une place vraiment particulière parce que à la fois on sait que les seigneurs avaient un droit de chasse, mais les paysans n'en avaient absolument pas. Et du coup, ça a développé quoi? Eh ben, le braconnage. Et qui dit braconnage, dit nécessité d'avoir le petit matériel qui allait avec. Alors, je t'ai amené une poire à poudre. Poire à poudre. Une vieille poire à poudre qui a été faite par un paysan. Alors, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'économie de moyens. Tu vois, elle a été faite en corne. C'est assez rustique. Ouais, complètement. Et puis surtout, on l'a pas été l'acheter. Celle-là, elle a été faite maison. Elle a un petit plancher en résineux. Elle a un petit bouchon qui est étonnamment accroché. En fait, tu vois, ça permet de pas perdre le contenu. Il faut savoir qu'autrefois, quand on a un fusil, c'est des fusils qui tirent un seul coup. Du coup, on est obligé de remettre de la poudre, réamorcer, retirer. En gros, c'est une recharge, quoi. En gros, c'est la recharge. Mais surtout, il faut être bon, parce qu'il faut pas rater la bête du premier coup, parce que sinon, on n'a pas beaucoup de chance de l'avoir au deuxième coup. Après, ce que je t'ai amené, que je trouvais très sympa, je t'ai amené une petite médaille, qui est une médaille de Saint-Roch et de Saint-Hubert. C'est une médaille qui est hyper courante. Saint-Hubert, c'est le saint patron des chasseurs. Voilà. Alors pourquoi c'est le saint patron des chasseurs? Parce qu'il a eu une vision, tiens, tu vois, on le voit là, où il a vu en fait un cerf, et entre les bois du cerf, il a vu la croix, et de ce fait, c'est devenu le saint patron des chasseurs. Qui dit saint patron des chasseurs, dit aussi Saint-Roch. Donc alors, on va revenir. Saint-Hubert, patron des chasseurs, mais Saint-Hubert qui protège du choléra. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des très grosses épidémies de choléra en France, et entre autres jusqu'en 1853, où on a eu 140 000 personnes qui sont mortes du choléra. Alors le choléra, c'est une maladie intestinale qui se transmet pas de l'animal à l'homme, mais qui est uniquement pour l'homme. Alors on sait que le meilleur ami de l'homme quand il chasse, eh bien c'est le chien. Et que de ce fait, eh bien, cette médaille, elle a un double usage. À la fois, elle protège l'homme, mais elle protège aussi le chien. Puisqu'on a Saint-Roch de l'autre côté, qui, lui, protège de la rage. Et on sait aussi que dans nos montagnes, quand les chasseurs partaient chasser, il n'était pas impossible que leur chien se fasse mordre par un animal qui était enragé. Donc, si j'ai bien compris, le chasseur avait la médaille de Saint-Hubert et le chien avait la médaille de Saint-Roch. Non, en fait, la médaille, elle est biface. Là, on en a un de chaque côté. Tu as Saint-Hubert pour l'homme. Regarde, tu as Saint-Hubert pour l'homme. Et de l'autre côté, tu as Saint-Roch. Et en fait, ces médailles, tu les trouves. Donc, celle-ci, elle est hyper jolie. Elle est en argent. Tu vois, la mienne, elle est beaucoup plus simple. Mais elle est grosse. Du coup, elle doit bien protéger, celle-là. Et en fait, c'est des médailles qu'on trouve beaucoup dans les régions où il y a des paysans. Parce que c'était important pour eux de protéger aussi leurs animaux. Et puis, tout à l'heure, t'en parlais. Alors, tu m'as spoilé mon truc. Mais tu vois, je t'ai amené des boutons de vénerie.
On va parler des fibulanomistes, qui sont les... Si, je l'ai celui-là. Qui sont les collectionneurs de boutons de vénerie. Alors, c'est vrai que c'était un vrai privilège pour les seigneurs de pouvoir chasser à court sur leur terre. Le privilège, il tient aussi à être sur le cheval, puisque le paysan parfois peut être sollicité par son seigneur, et auquel cas, en fait, il n'a pas le droit d'être sur le cheval, il rabat. En fait, il va pousser la bête, acculée dans un coin de la forêt, et là, le seigneur va venir et va simplement tuer la bête. Et donc, l'ensemble de la chasse à court est constitué d'un équipage qui est habillé très élégamment, toujours le même costume. Alors, les couleurs sont différentes suivant les équipages, mais surtout les boutons sont différents suivant tous les équipages aussi. Donc tu vois, tu en as certains, alors toujours sur le thème de la chasse, tu peux avoir le cerf, le renard, tu as le chien, et tu as parfois aussi la devise de la famille, donc qui s'y frotte ses piques par exemple. Et en fait, il y a des gens qui collectionnent ces boutons qui sont liés à la chasse à court. Tu vois, par exemple, celui-là vient de Berry-Sologne. Et tu as de toutes les régions de France, c'est très intéressant, et c'est un sujet de collection qui est passionnant, et qui, au demeurant, malgré la taille des petits boutons, reste assez cher, puisqu'en fait, les boutons sont recherchés. Plus c'est cher souvent. Bah ouais, c'est un peu comme les bijoux. Hein. Un petit diamant, ça vaut quand même bien cher. Merci beaucoup, Sophie, pour ce cours accéléré, très précis. Un rappel, on te retrouve samedi en Facebook avec Live avec Camille. Pour Tous en broc. Tous en broc depuis la recyclerie d'Alex. Exactement. Et puis on tourne celui d'après et on va vous faire découvrir un spot de Chine qui est super sympa et qui est un peu privé, où en fait il faudra demander au propriétaire d'aller chiner avec nous. Donc un super endroit, et à la fois on fait du social et à la fois on fait un truc un peu private, VIP, très sympa aussi. Eh bien parfait, merci. Rendez-vous samedi en matinée pour le Facebook Live. Ouais, super. Allez, dernière rubrique de cette émission, la rubrique Lifestyle avec deux invités ce soir, Sophie et Barbara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux du magazine Jeannette. C'est ça. Le magazine du Do It Yourself. Alors, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est que le Do It Yourself. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de faire soi-même, en fait. Voilà, c'est tout simplement fabriquer des objets, faire une recette, tricoter. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Nous, on sort un magazine qui marche. Qui marche énormément en ce moment. Comment on peut l'expliquer? Oui, effectivement, il y a eu un espèce de... c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a un énorme mouvement, un engouement pour le do-it-yourself. Effectivement, ce n'est pas nouveau. On en parle dans le magazine, mais ça remonte même au mouvement de l'art and craft, en fait, où le fait de voir envie de lier l'artisanal, de faire venir l'artisanal chez soi, de faire les choses avec ses mains. Nos grands-mères, elles le faisaient, elles l'ont toujours fait. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'est né le magazine. C'est notamment grâce à la grand-mère de Sophie, et c'est pour ça que le magazine s'appelle Jeannette. Voilà, qui est le surnom de la grand-mère. Alors le magazine est là, on va le montrer. Très jolie couverture. Très joli jaune. Là, c'est Barbara qui a fait la couverture. C'est quoi l'état d'esprit de Jeannette? L'état d'esprit de Jeannette, en fait, est-ce que c'est un magazine ciblé? Est-ce que c'est un magazine féminin? Oui. Est-ce que c'est assumé? C'est majoritairement féminin, mais c'est pas tant qu'on le veut comme ça, c'est que effectivement la cible aujourd'hui, elle est féminine, mais nous on aimerait élargir ça en fait, parce que on veut surtout rajeunir la cible. Alors on n'a pas précisé, c'est le numéro 1. Alors c'est le numéro 1 qui est en kiosque, mais pour la petite histoire, pour les Annéciens, par exemple, ils l'ont déjà vu passer en gratuit puisqu'il était distribué localement, gratuitement. Le but, c'était de tester un petit peu aussi, voir les retours qu'on pouvait en avoir. Il y a eu tellement de bons retours et un tel engouement justement que l'éditeur qui s'appelle Sprinter Media a décidé de le passer en payant. Pour nous, c'est un pas supplémentaire. C'est vraiment une aventure super extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce numéro 1? On peut trouver une tête de lit à réaliser soi-même, des bougies. De lit. Oui. Avec ça. Rien que ça. Il y a du mobilier, il y a des éléments de décoration, des petites recettes, des ateliers pour enfants. Voilà. Alors, il y a quand même des ambiances globales. On propose des ambiances entières où on peut réaliser plusieurs do-it par ambiance. Donc, voilà. Comment est-ce que vous choisissez les créations? Comment est-ce que vous les trouvez? C'est des tests qu'on fait à l'atelier, et ça vient aussi de recherche. Je pense que si l'idée, pour en venir à l'idée de rajeunir un petit peu l'image du do-it-yourself, c'est qu'on a envie de sortir un petit peu du tricot. Comment dire? Voilà, y a des magazines de do-it-yourself, en fait, il y en a énormément.
Nous, on veut rajeunir ça et on a envie de lui donner un petit côté, un petit twist un petit peu plus rock'n'roll, quelque chose qui soit côté tendance. Plus moderne, un petit côté plus tendance, voilà. Je sais que on s'inspire des tendances, voilà, des de tendances, l'art, du design, la déco, des choses qui nous plaisent en ce moment, de la mode, voilà. Et de l'art, bien sûr. Et l'idée, ce serait aussi de booster l'artisanat. Moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Je pense que Sophie, c'est pareil. Oui. On aimerait bien mettre en avant plus d'artisans. Ouais. Alors, des tutos sur Internet, on en trouve des milliers. Tout le monde peut s'improviser? Oui, tout le monde peut s'improviser un peu, quand même. Oui, je pense. Si, oui, surtout que moi, je me suis lancée là-dedans de manière autodidacte, donc je pense que tout le monde peut se lancer là-dedans. C'est le but, en fait, d'ailleurs. C'est le but. Enfin, c'est le but du magazine, c'est de donner envie à tout un chacun d'essayer, en fait, de s'y mettre, de sortir un petit peu de sa tablette et de son téléphone, et puis voilà, non mais on s'en sert, en fait, au quotidien, évidemment, et effectivement, regarder des tutos sur YouTube, on a envie aussi de développer ça, c'est prévu. Ça peut être un outil aussi pour apprendre à faire des choses avec ses mains, mais voilà, à un moment donné, se mettre dans le concret, mettre les mains un petit peu dans le cambouis, c'est bien. Et ça peut être ça rend les choses plus précieuses. Ça donne voilà, une certaine préciosité à l'objet qu'on a construit. De la même façon, quand on est enfant, on fait quelque chose avec ses petits doigts et on est bien content. Finalement, c'est exactement la même chose. Voilà, quoi. Alors, Jeannette va sortir 3 fois par an, c'est bien ça? 4 fois. 4 fois, c'est un trimestriel, en fait. Ça vous permet d'avoir une plus grande latitude? En fait, c'est énormément de travail pour chaque numéro. Donc, le fait de construire l'ambiance pour qu'il y ait une cohérence, en fait, dans chaque ambiance, de décliner une sorte un panel de do-it qui soit relatif à une ambiance, ça demande du travail en amont, ça demande des tests, des préparations, etc. Le magazine, moi, je l'illustre avec des illustrations qui sont des créations originales. C'est pas de l'achat d'art. Oui, donc il y a un vrai travail en amont. Voilà, il y a un vrai travail en amont, donc ça prend du temps. Et puis on fait petit à petit, en fait. Donc step by step, peut-être qu'un jour, il pourrait y avoir plus, mais pour l'instant, c'est déjà bien. C'est quel degré de difficulté, là, les réalisations? Ça va du très simple pour les enfants au plus complexe, où là, on a besoin d'outils particuliers. Voilà. Sophie, pour elle, rien n'est jamais compliqué. C'est-à-dire que pour elle, tout est facile, mais du coup, c'est là où, grâce à l'équipe aussi, parce qu'on n'est pas que toutes les deux, on travaille avec une équipe, il y a du coup la responsable des éditions, ou même que ce soit le photographe, ou même ou Agrippine de Agrippine, voilà, qui a fait aussi des doutes. Chacun peut donner un petit peu son avis sur la difficulté, quand même. C'est un travail, c'est un travail d'équipe, et puis on essaye de trouver des do-it à faire pour tout le monde, que ce soit avec les enfants ou quelqu'un qui est plus habitué. Ouais. Ou les garçons. Quels sont les premiers retours que vous avez eus? Positifs. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens nous disent que ce qui va, évidemment, sûrement. On n'a que des retours super positifs. On aimerait bien recevoir plus de retours de choses qui ont été faites, c'est-à-dire que les do-it ont été faits. Envoyez-nous les photos, on serait ravis en fait d'en parler, de montrer en fait ce qui a été fait. Même si c'est pas parfait, en fait, on s'en fiche. N'hésitez pas à partager. Il faut partager ça, ça nous amuse, ça nous plaît, et puis ça nous donne envie de continuer. Donc, mais on a de bons retours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Puis on espère, le prochain numéro il sortira au mois d'avril. Donc ça sera aux alentours pour Pâques en fait. Oui, pour Pâques. Et voilà, donc il est distribué dans les Cultura, donc sur Savoie Haute-Savoie pour le moment. Grenoble, donc tous les Cultura, dans les maisons de la presse, je crois dans les maisons de la presse en supermarché. Voilà, oui aussi. Voilà, il faut l'acheter pour qu'on puisse continuer, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, Victoria est de retour pour le rappel des titres. On parlera notamment de la nouvelle affiche New Look de l'UTMB. Oui, elle a été dessinée par un illustrateur de bande dessinée, justement. On en saura un peu plus avec un reportage de toi, Seb, qui est allé à Chamonix. Puis un sujet gourmand, enfin de JT. Oui, c'est notre dernier épisode de la semaine sur les champions de la gastronomie en Pays de Savoie. On ira à la rencontre de Jean-Luc Bottier, qui est le meilleur ouvrier de France primeur. Merci beaucoup, Victoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de rédaction. À tout de suite.